dans le sud-est des États-Unis, en Floride, pousse une plante très étrange. Depuis plus d'un siècle, elle fait l'objet d'un vrai débat médical. À première vue, elle n'a pourtant rien de spécial. C'est un petit palmier qui dépasse rarement le genou et pousse presque au ras du sol. Ses feuilles ressemblent à de grands éventails verts, et à l'automne, de petites baies sombres apparaissent jusqu'à devenir presque noires. Cette plante s'appelle Serenoa repens, même si la plupart la connaissent sous un nom plus simple, le saut palmetto. Le mot repens signifie rampant, car sa tige pousse horizontalement le long du sol. Aujourd'hui, ces baies sont vendues dans des milliers de pharmacies et de boutiques à travers le monde. Des millions d'hommes les achètent en espérant soulager les symptômes d'une prostate en large. Mais si vous demandez à des médecins américains si le saut palmetto aide vraiment, vous entendrez souvent une réponse simple. Les études auraient montré que son efficacité n'est pas démontrée. En Europe, pourtant, l'approche a été différente, car cette plante y était restée utilisée comme produit médicinal. En Allemagne, en France et en Italie, des médecins prescrivent encore cet extrait depuis des décennies. Cela soulève une question parfaitement logique. Comment la même plante peut-elle être vue comme un complément inutile d'un côté du monde et comme un vrai médicament de l'autre? Pour le comprendre, il faut remonter loin, avant les essais cliniques modernes et les laboratoires pharmaceutiques, bien avant que les scientifiques n'étudient le saut palmetto en laboratoire. Les peuples qui vivaient sur ces terres savaient déjà ce que cachaient ces baies noires. Cette histoire commence dans les plaines de Floride où le saut palmetto pousse depuis des milliers d'années, là où ses fourrés denses couvrent de vastes zones et font partie du paysage depuis longtemps. Et le plus intéressant, c'est que ce savoir n'a jamais totalement disparu. Il s'est simplement retrouvé divisé entre deux systèmes médicaux, l'un qui a continué à l'utiliser, l'autre qui a fini par cesser d'y croire. Pour comprendre pourquoi cette plante a attiré l'attention, il faut d'abord la regarder à l'état sauvage. Le saut palmetto n'est pas une plante rare et exotique perdue au fond d'une jungle. En Floride, il est si répandu que les habitants plaisantent s'il y a un bout de terrain, il y a sûrement du saut palmetto dessus. Ses fourrés s'étendent dans les pinèdes, les plaines sableuses et les champs ouverts, parfois sur d'immenses surfaces. De loin, on dirait une mer sans fin d'éventails verts couvrant le sol entre les arbres. La plupart des plants restent assez bas, dépassant rarement 1 mètre. Mais leur partie la plus importante se cache sous terre. Le saut palmetto possède de longues tiges horizontales qui rampent lentement à la surface du sol et forment peu à peu des colonies denses. Une seule plante peut parfois couvrir des dizaines de mètres, même si de l'extérieur on dirait plusieurs buissons séparés. Certains botanistes pensent que les plus vieilles colonies peuvent vivre plusieurs centaines d'années, mais une particularité rend cette plante vraiment étonnante, son lien avec le feu. La Floride est une région où les incendies naturels sont fréquents. La foudre enflamme souvent les herbes sèches et les forêts de pins, et ces feux faisaient partie de l'écosystème bien avant l'arrivée des humains. Pour beaucoup de plantes, le feu signifie la faim. Mais pour le saut palmetto, c'est une autre histoire. Quand un incendie traverse ses fourrés, les feuilles brûlent presque entièrement. Ses racines et ses tiges survivent au feu, et quelques semaines plus tard, de nouvelles feuilles sortent de la terre noircie. Chaque automne, de petites baies ovales apparaissent sur ses branches. Elles sont d'abord vertes, puis jaunes, puis violet foncé, avant de devenir presque noires. Pour les humains, ces baies semblent plutôt étranges. Leur goût est souvent décrit comme un drôle de mélange de fromage, de poivre et de fruits sucrés. Cerfs, ratons laveurs, dindons sauvages et même ours noirs de Floride les mangent volontiers à la fin de l'été. Et ce sont justement ces fruits sombres qui ont attiré l'attention des peuples vivant ici bien avant la médecine moderne. Car les peuples autochtones de Floride savaient depuis longtemps que ces baies étaient plus qu'un simple aliment. Ils savaient que cette plante pouvait aider dans des troubles qui touchent les hommes avec l'âge, et ils l'utilisaient bien avant que les médecins ne parlent d'hormones et d'enzymes. Ces mêmes baies étaient récoltées depuis des siècles par les habitants de ces terres, bien avant les villes modernes. Parmi eux se trouvaient des peuples que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Séminoles. Ils connaissaient bien cette plante et ne l'utilisaient pas seulement comme nourriture. Les baies de Sao Palmetto étaient broyées en pâte épaisse et utilisées pour récupérer après une maladie. On en donnait à ceux qui peinaient à reprendre du poids, se sentaient faibles ou souffraient de fatigue chronique. Mais au-delà de cela, les Séminoles avaient développé des rituels et des préparations pour renforcer ces effets. Les baies étaient soigneusement nettoyées, débarrassées des feuilles, puis pilées en pâte épaisse avec des mortiers de pierre ou de bois. Parfois, on mélangeait cette pâte avec un peu de graisse animale ou de miel pour mieux absorber les composés actifs et la conserver plus longtemps. On avait remarqué que l'effet dépendait de la maturité. Trop vertes, les baies étaient faibles, trop mûres, elles perdaient une partie de leurs bienfaits.
La pâte n'était pas seulement donnée contre la fatigue ou la faiblesse, mais aussi pour maintenir la vigueur des hommes après l'effort ou la maladie. On conseillait aux hommes adultes environ une cuillère à soupe par jour en plusieurs prises, tandis que les enfants et adolescents n'en recevaient qu'une demi-dose. Les anciens pensaient que répéter la cure après un mois renforçait l'effet, car les substances bénéfiques étaient absorbées peu à peu. La pâte et les teintures servaient aussi en usage externe, appliquées sur le bas du dos contre la douleur ou frottées sur la poitrine et le dos en cas de fatigue chronique. On pensait que les acides gras et les phytostérols aidaient à restaurer la force même par application externe. Pendant le traitement, on chantait parfois ou l'on marchait parmi les fourrés, transformant la prise des baies en rituel familier et apaisant. Ces traditions transmises de génération en génération devinrent une source précieuse pour les premiers médecins américains. Les médecins parcouraient les États du Sud, notaient des prescriptions et observaient les guérisseurs locaux. Des patients remarquaient qu'après avoir pris les baies, leurs problèmes urinaires devenaient moins sévères. Certains médecins commencèrent à expérimenter des teintures et des extraits de la plante, et très vite, le saut palmetto apparut dans les publications médicales. Il fut mentionné dans des ouvrages américains comme remède contre l'inflammation de la vessie, les problèmes de prostate et certains troubles reproductifs. L'intérêt continua de grandir, et au début du XXe siècle, un événement fixa enfin sa place en médecine. En Fisher, le saut palmetto fut officiellement inscrit dans la pharmacopée des États-Unis. Cela signifiait que la communauté médicale reconnaissait la plante comme un médicament. Pour les médecins de l'époque, c'était un signal fort. Entrer dans la pharmacopée signifiait qu'une substance inspirait confiance et semblait suffisamment étudiée. Ainsi, beaucoup de médecins prescrivirent le saut palmetto pour les maladies génito-urinaires. Teintures et extraits de liquide étaient vendus en pharmacie, et les revues médicales décrivaient son utilisation. La plante utilisée depuis des siècles par les peuples autochtones de Floride semblait enfin avoir trouvé sa place dans la médecine fondée sur les preuves. Mais quelques décennies plus tard, l'histoire changea. Au milieu du XXe siècle, le saut palmetto disparut soudain de la médecine américaine. Et le plus étrange, c'est que personne n'expliqua vraiment pourquoi. Mais alors que son histoire semblait presque terminée aux États-Unis, elle prenait une toute autre direction ailleurs. En Europe, surtout en France et en Allemagne, l'intérêt pour le saut palmetto ne diminua pas. Il commença même à grandir. Les chercheurs avaient remarqué un détail important. Les résultats obtenus avec les baies étaient irréguliers. Dans certains cas, elles aidaient vraiment. Dans d'autres, presque pas. Ce qui poussa les scientifiques à se demander si le problème venait de la plante ou de son mode d'utilisation. C'est alors qu'on chercha à identifier les substances responsables de ces effets et à rendre ces effets plus constants. On comprit bientôt que les principaux composés actifs ne se trouvaient pas vraiment dans la pulpe du fruit. Ils étaient cachés dans l'huile grasse contenue dans les baies, et c'est cette huile qui s'avéra la partie la plus précieuse de la plante. Cette huile contient des acides gras libres, comme les acides lauriques, oléiques et myristiques, ainsi que des phytostérols, des molécules végétales proches des hormones humaines par leur structure. Peu à peu, il devint clair que les anciennes teintures et poudres ne pouvaient pas toujours apporter ces substances au corps, car leur teneur dépendait beaucoup de la récolte, du stockage et de la transformation. Au lieu d'utiliser toute la plante, ils commencèrent à extraire seulement la fraction huileuse des baies, là où se concentrent les principaux composés actifs. Cela mena au développement d'un nouveau type de préparation, un extrait lipido-stérolique standardisé de saut palmetto. Contrairement aux anciennes teintures, la composition de cet extrait pouvait être contrôlée précisément, surtout la teneur en acides gras, portée généralement à %. C'était fondamental, car cette concentration était considérée comme nécessaire pour obtenir un effet clair. Il fut développé en France par le laboratoire Pierre Fabre dans les années, et contrairement aux compléments ordinaires, il subit de vrais tests médicaux. Dans les années, Permixon était déjà largement utilisé en France, en Allemagne et en Italie, surtout chez les hommes ayant une prostate en large. C'est à ce moment précis que l'histoire de la même plante se divisa en deux chemins distincts. En Europe, le saut palmetto devint un médicament à composition contrôlée et aux effets plus prévisibles. Aux États-Unis, en revanche, il revint peu à peu sur le marché sous une autre forme, non pas comme médicament, mais comme complément alimentaire. Car la différence entre ces deux produits s'est révélée bien plus profonde qu'elle ne semblait au premier regard. Ils se ressemblaient, on dit presque, se vendaient dans des emballages similaires et promettaient le même effet, mais à l'intérieur, c'était autre chose. Certaines capsules contenaient vraiment un extrait concentré riche en substances nécessaires, tandis que d'autres contenaient une simple poudre de baie, bien plus pauvre. Quand de grandes études cliniques commencèrent aux États-Unis dans les années,
et au début des années, la mission paraissait simple. Il fallait déterminer si le saut palmetto aidait ou non contre les symptômes d'une prostate en large. Pour cela, on réunit des centaines de patients, on les divisa en groupes, on donna le produit à l'un et un placebo à l'autre, puis on suivit les résultats pendant plusieurs mois. C'était pour des essais randomisés à grande échelle, considérés comme la référence absolue en médecine moderne. Sous le nom saut palmetto, ces études utilisaient des formes très différentes du produit. Parfois des extraits standardisés, mais plus souvent des compléments ordinaires dont la composition était peu contrôlée. Certaines capsules pouvaient contenir beaucoup d'actifs, tandis que d'autres en avaient plusieurs fois moins. L'écart était tel qu'un produit contenait environ pour 100 des composants recherchés et un autre seulement pour 100. De plus, la méthode de fabrication jouait un rôle, car chaque procédé extrayait des quantités différentes de substances. Dans certains cas, on obtenait un extrait concentré, dans d'autres, un mélange presque vide. Et dans certaines études, on utilisait simplement des baies broyées, avec une quantité minimale d'actifs. Mais dans les articles scientifiques, tout cela portait le même nom, extrait de saut palmetto, comme si ce qu'il y avait réellement dans la capsule n'avait aucune importance. En réalité, les scientifiques ne testaient pas une seule préparation, mais plusieurs variantes différentes réunies sous le nom de la même plante. Dans une étude, les patients recevaient peut-être un extrait vraiment actif, dans une autre, presque rien. Plus tard, les résultats furent regroupés, mais aucune preuve convaincante d'efficacité ne fut trouvée. Les scientifiques ne constatèrent pas de différence nette entre les groupes et conclurent que le saut palmetto était inefficace. Et cela pose une autre question. Si tout dépend de la qualité de l'extrait, pourquoi certaines études montrent-elles malgré tout un effet faible ou presque invisible? Pour le comprendre, les scientifiques ont examiné de plus près le trouble pour lequel ces baies sont prises. Il s'agit de l'hyperplasie bénigne de la prostate, une affection qui touche un très grand nombre d'hommes avec l'âge. Chez certains, les symptômes restent presque stables pendant des années. Chez d'autres, ils s'aggravent peu à peu. Quand on compare un groupe qui prend le produit à un groupe placebo, il arrive que les deux s'améliorent. Cela peut simplement venir du fait que l'état du patient se stabilise avec le temps. Ainsi, même si l'extrait a un petit effet, il peut être difficile à détecter face aux fluctuations naturelles de la maladie, surtout si l'étude ne dure que quelques mois. En plus, les médicaments modernes contre la prostate en large sont assez puissants. Certains réduisent la taille de la prostate, d'autres détendent les muscles autour de l'urètre. Comparé à eux, les extraits végétaux semblent beaucoup plus doux, ce qui explique pourquoi les médecins les regardent autrement qu'il y a un siècle. Ils sont rarement considérés comme traitement principal, mais parfois utilisés en complément, surtout au début, quand les symptômes restent modérés. Et c'est là que l'histoire de cette plante boucle la boucle, en revenant là où tout a commencé, aux petites baies noires qui poussent dans les plaines sableuses de Floride, à une plante utilisée pendant des siècles par des gens qui ne connaissaient ni hormones, ni enzymes, ni essais cliniques. Et le plus étrange, c'est que plus d'un siècle plus tard, la science tente encore de répondre à la même question. Le saut palmetto aide-t-il vraiment? Ou bien le problème vient-il du fait que des choses très différentes ont trop longtemps été cachées sous le même nom? Aujourd'hui, la situation est un peu plus claire, car plusieurs grandes revues et méta-analyses ont examiné les études cliniques sur le saut palmetto, et l'image qui en ressort est intéressante. Environ % des patients constataient une amélioration des symptômes, contre seulement % dans le groupe placebo. Les patients rapportèrent une réduction des réveils nocturnes pour uriner d'1 à 2 fois par semaine, ainsi qu'une baisse de la sensation de vidange incomplète et du jet faible. Les alpha-bloquants, ou les inhibiteurs de la alpha-réductase, agissent plus vite et plus fort, mais provoquent souvent des effets secondaires comme vertige, faiblesse ou baisse de libido. L'extrait standardisé de saut palmetto, lui, entraîne très peu d'effets indésirables sérieux, même si de légers troubles digestifs peuvent parfois apparaître. C'est justement pourquoi beaucoup de médecins voient aujourd'hui ces extraits non comme un remplacement, mais comme une option complémentaire. C'est particulièrement pertinent pour les patients au début de l'hypertrophie prostatique, ou pour ceux qui supportent mal les médicaments puissants et veulent essayer une approche plus douce. C'est précisément là qu'on comprend pourquoi la même histoire a évolué si différemment selon les régions du monde. En Europe, la plupart des produits à base de saut palmetto passent par un enregistrement médical, ce qui impose une composition strictement standardisée et des exigences précises sur les actifs. Quand un médecin prescrit ce médicament, il peut savoir que le patient reçoit bien la quantité d'acides gras et de phytostérol montrée efficace dans les essais. Aux États-Unis, la situation est différente. Là-bas, la plupart des produits à base de saut palmetto sont vendus comme compléments alimentaires.
Ils sont donc moins strictement réglementés que les médicaments. Le fabricant peut utiliser différents procédés et n'a pas à prouver l'efficacité avant la vente. Il existe des dizaines de produits sous le même nom, avec des compositions et concentrations en actifs très différentes. Cette différence n'est pas anodine, et les chercheurs notent que les études américaines sous-estiment souvent l'effet du Sao Palmetto à cause de cette variabilité. Certaines capsules contiennent presque un extrait standardisé complet, tandis que d'autres ne sont qu'une poudre de baie presque dépourvue d'actifs. Selon de nombreux experts, c'est la principale raison de la controverse persistante autour de cette plante et des conclusions contradictoires sur son efficacité. L'industrie pharmaceutique européenne tend à transformer les remèdes végétaux en médicaments contrôlés et prévisibles, tandis que le marché américain des compléments est historiquement plus libre et plus grand public. Résultat, la même plante est devenue un médicament en Europe et un complément controversé aux États-Unis. Aujourd'hui, le saut palmetto reste l'un des remèdes végétaux les plus populaires au monde. Chaque année, des millions d'hommes continuent à l'acheter en pharmacie ou en magasin, certains sur conseil médical, d'autres après en avoir entendu parler ou lu quelque chose en ligne. Et même si les débats scientifiques continuent, une chose est sûre, l'histoire de cette plante montre rarement mieux comment un même remède peut connaître deux destins médicaux opposés. Du savoir des peuples autochtones de Floride aux pages de la pharmacopée américaine, puis de sa disparition médicale à son retour sous forme d'extraits modernes standardisés. Le débat sur le saut palmetto continue, car la différence entre un médicament et un complément inutile ne tient parfois pas à la plante elle-même, mais à la façon précise dont elle est utilisée et réglementée.